Radio Vatican, France et Afrique. Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape François a poursuivi mardi la réunion avec les C9, les conseils de 9 cardinaux chargés de les conseiller dans la réforme de la curie romaine. Le Saint-Père a créé une nouvelle province ecclésiastique à Ndola, en Zambie. Il a en même temps nommé son nouvel archevêque, Monseigneur Benjamin Firi. En République démocratique du Congo, les églises catholiques et protestantes ont rendu public leur rapport du cycle électoral 2019-2023. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'église qui nous conduira également au Tchad et en Éthiopie. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira au Kenya, au Bénin, au Niger. Avant de conclure cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde, nous reviendrons sur la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée lundi. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican. Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi. Une seule activité est inscrite au programme du pape pour la journée de mardi, la réunion avec les C9, les conseils des 9 cardinaux chargés de les conseiller dans la réforme de la curie romaine. La réunion avait débuté lundi. Nouvelle province ecclésiastique et nouvel archevêque en Zambie. Le Saint-Père a érigé la province ecclésiastique d'Ndola. Il a en même temps nommé archevêque métropolitain de cette même province, Monseigneur Benjamin Firi, actuel évêque du diocèse d'Ndola. Des données statistiques de la nouvelle province ecclésiastique avec Françoise Niamia. L'archidiocèse de Ndola est situé dans la partie centrale de la Zambie. Il s'étend sur une superficie de 32 000 km². Le nouvel archidiocèse compte près de 2 millions de catholiques sur une population de plus de 3 223 000 habitants, soit 59% de la population répartie dans 84 paroisses. Cet archidiocèse compte également 187 prêtres, parmi lesquels 106 diocésains et 81 religieux. 151 religieux et 340 religieuses participent également à la pastorale. L'archidiocèse de Ndola compte 143 grands séminaristes. De nombreux catéchistes sont engagés dans le service de l'archidiocèse. La nouvelle province ecclésiastique de Ndola aura pour suffragants les diocèses de Kabwe et de Solwezi. Le nouvel archevêque, Monseigneur Benjamin Firi, 65 ans, est évêque de Ndola depuis 2020, après avoir été titulaire du diocèse de Nachingwea, toujours en Zambie. Merci Françoise. La mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, la MOE 5 ECC, a rendu public les tant attendus rapports final du cycle électoral 2019-2023 en République démocratique du Congo, 6 mois après l'organisation des élections émaillées d'irrégularités. Dans ces documents denses de 116 pages, la dite mission d'observation électorale a émis un plaidoyer auprès des acteurs clés visant à renforcer les processus démocratiques dans ce grand pays d'Afrique centrale. Les détails avec Jean-Baptiste Malengue.
La mission conjointe pour l'observation des élections de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, soit la Fédération des Églises protestantes, a publié le lundi 17 juin son rapport final d'observation du cycle électoral 2019-2023. Le secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques, Monseigneur Donatien Cholet, et le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, le pasteur Eric Nsenga, ont relevé les défis et difficultés et les irrégularités qui ont entamé la confiance du public dans le processus électoral et la crédibilité des opérations électorales. La campagne électorale s'est déroulée dans un climat tendu pour le scrutin direct du président de la République et des députés nationaux et provinciaux, et des pratiques antidémocratiques telles que l'achat des consciences, la corruption ont caractérisé le vote des grands électeurs pour les gouverneurs des provinces et les sénateurs. La mission conjointe d'observation propose des améliorations attendues notamment du président de la République en vertu de ses attributions constitutionnelles comme symbole de l'unité et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. Les églises catholiques et protestantes recommandent au président de la République d'organiser des états généraux des élections en vue d'évaluer les 3 cycles électoraux passés et de renouveler les pactes républicains et de consolider le vivre ensemble autour de l'accès au pouvoir pour la paix et la stabilité du pays. À noter que le deuxième vice-président de la centrale électorale, la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a estimé que le rapport de la mission d'observation des églises catholiques et protestantes est partiel, voire partial. Il a souhaité que soient prises en compte les innovations telles que l'implication des jeunes par des outils numériques et en particulier la création d'un centre qui a été le point de référence pour la transparence dans la publication des résultats électoraux. Jean-Baptiste Maringue Kadozo pour Radio Vatican. Rendons-nous à présent au Tchad pour la célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin dernier. Le mouvement d'action catholique des enfants, Kemkogi, et le mouvement international d'apostolat des enfants, MIDAD, ont organisé plusieurs manifestations. Les organisateurs ont notamment appelé au respect et à la protection des droits de l'enfant inscrits dans les traités internationaux que le Tchad a ratifiés. Depuis N'Djamena, correspondance d'Edouard Takadji. Si 50% de la population constitue la couche non négligeable des enfants, ces derniers ne bénéficient pas de leurs droits. De nombreux enfants tchadiens vivent dans la rue, ils sont exploités, subissent des maltraitances, des violences sous plusieurs formes, ils font des travaux forcés ou imposés, ils y vivent le plus souvent des enlèvements contraventions dans certaines provinces du pays. Certains d'entre eux, surtout les filles, sont envoyés en mariage précoce et n'ont pas droit à l'éducation, au logement et aux soins de qualité. C'est dans ces contextes, avec un fond d'étoiles, c'est tableau sombre de la situation des enfants au Tchad que cette célébration placée sous le thème l'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue que s'est déroulée cette célébration. Et une situation que déplore Aranga Zula Emmanuel, coordinateur national du mouvement d'action catholique des enfants. Pour lui, le Tchad a ratifié certains traités internationaux visant à garantir les droits et la protection de l'enfant, mais ces droits sont quotidiennement bafoués. Nous avons de nombreux enfants déscolarisés par manque de soutien. Même ceux qui sont sur le banc d'école ne bénéficient pas d'une éducation de qualité à cause des grèves intempestives des enseignants et la mauvaise gestion du système éducatif. Nous lançons vivement un appel aux autorités d'accorder une attention particulière aux traités relatifs aux droits de l'enfant afin de garantir que les enfants tchadiens, l'avenir de demain, jouissent de leurs droits et protections sur l'ensemble du pays. N'Djamena, Edouard Takadji, Radio Vatican. 100 ans de présence évangélisatrice en Éthiopie, mais aussi des services et des grandes proximités avec la population locale, vécue dans la confiance en Dieu au-delà des événements qui ont marqué l'histoire de ce pays, notamment la Deuxième Guerre mondiale, la période impériale, l'organisation de l'unité africaine, le communisme et le retour à la démocratie. Sœur Stéphanie Araspo, conseillère et membre de la direction générale de la congrégation des sœurs missionnaires de la Consolata, nous explique comment ces événements ont influencé leur mission en Éthiopie. La nostra storia in Etiopia è stata una storia segnata da arrivi e partenze forzate. Notre histoire en Éthiopie est une histoire marquée par des arrivées et des départs forcés. Parce qu'à deux reprises, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les Italiens et les missionnaires de la Consolata, qui étaient tous des Italiens à l'époque et qui étaient venus en Éthiopie, ont dû quitter le pays en 1936 et ensuite définitivement entre 1940
et 1943. Et malheureusement, pendant 30 ans, il n'y a plus eu de volonté d'entrer dans le pays, même si le désir était bien vivant, car l'Éthiopie a toujours été au cœur de nos instituts missionnaires. Ce n'est donc qu'au début des années 1970 qu'il y a eu un retour. Et cette fois-ci, il a été définitif. Mais c'était un moment avec beaucoup de difficultés. Et comme vous l'avez dit, il y a eu dans l'histoire de l'Éthiopie des moments plus calmes et d'autres un peu plus difficiles pour l'Église catholique. Certes, comme dans toutes les histoires, dans toute la vie, il y a eu des bons moments et des moments difficiles, mais toujours vécus dans la confiance que c'est Dieu qui nous accompagne dans l'histoire. Sœur Stéphanie Araspo, conseillère et membre de la direction générale de la congrégation des sœurs missionnaires de la Consolata, actuellement en mission en Éthiopie. Des propos recueillis par Christian Kombe. Actualité sociale et politique en Afrique. Au Kenya, devant les parlements, quelques centaines de personnes se sont réunies mardi pour protester contre un projet de budget 2024-2025 qui prévoit de nouvelles taxes. La police kenyane a tiré des gaz lacrymogènes et a procédé à plusieurs arrestations. Le projet comprend 4 milliards de shillings, soit 29 milliards d'euros de dépenses, niveau le plus élevé dans l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Est. Les parlementaires ont débuté mardi l'examen du texte qui doit être voté d'ici le 30 juin. Le premier volet des dépenses a été approuvé par le Parlement où le président William Ruto dispose d'une majorité, mais celui des recettes, prévoyant notamment une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers et la réintroduction d'une TVA sur les pains, suscite de vives critiques. Contentieux Bénin-Niger. La justice béninoise a condamné lundi à Cotonou à 18 mois de prison avec sursis 3 ressortissants nigériens arrêtés la semaine dernière au port de Semekoji dans un contexte de brouille diplomatique entre les deux pays. Les principaux points d'achoppement concernent les refus du Niger de rouvrir sa frontière. Les 3 accusés, dont Mamouni Adiza Ibra, la directrice générale adjointe de la société pétrolière WAPCO Niger, ont été arrêtés le 5 juin sur les ports béninois de Semekoji, lieu de chargement du pétrole nigérien pour l'exportation. Les 3 accusés étaient poursuivis pour fausse attestation et usage de fausses attestations, mais la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a requalifié lundi les faits en usurpation du titre et usage des données informatiques falsifiées. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été célébrée lundi 17 juin, une célébration qui marque également le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un seul traité international juridiquement contraignant sur la gestion des terres. Quel sens donner à cette journée alors que plus de 40% des terres de la planète sont déjà dégradées et quels sont les défis à relever quant à ceux pour les continents africains? C'est ce dont nous parle Madame Ksenia Skalnon, chef de la communication, des relations extérieures et des partenariats de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Effectivement, célébrer cette journée aujourd'hui signifie reconnaître l'urgence et l'ampleur des défis liés à la dégradation des terres. En effet, comme vous avez évoqué, près de la moitié de la planète et près de la moitié de la population mondiale sont déjà affectés par ces fléaux. Et en fait, ça pèse le plus souvent sur les plus vulnérables, les petits agriculteurs, les femmes, les peuples autochtones. Et en fait, pour juste vous donner une idée de la perte des terres saines actuellement, chaque année, nous perdons à peu près 100 millions d'hectares de terres à la dégradation. Et c'est plus ou moins la superficie d'un pays comme par exemple la Mauritanie ou l'Égypte. Donc si on continue avec ces tendances actuelles, d'ici 2030, nous devrons restaurer 1,5 milliard d'hectares de terre. Donc c'est un objectif qui est effectivement très urgent, mais trop important pour ne pas s'en souvenir. La célébration de cette journée marque également le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le seul traité international juridiquement contraignant sur la gestion des terres et la sécheresse. Que pourriez-vous dire de son application en Afrique, où beaucoup de pays en sont victimes, causant des déplacements massifs des populations? Effectivement, aujourd'hui, on marque 30 ans d'après l'adoption de ce traité vraiment historique et crucial, comme pour le monde, mais aussi pour
pour le continent africain. C'est vrai que l'Afrique était un des porteurs en fait de cette convention à l'échelle internationale. C'était un des plus grands champions de notre convention au cours de ces 30 années. Et aujourd'hui, bien sûr, l'Afrique n'est pas épargnée par les phénomènes de la sécheresse, de la dégradation de terre et de la désertification, mais il porte aussi des solutions qui peuvent être applicables comme sur le continent, mais aussi à travers le monde. Quels pourraient être les défis ou les difficultés qui font que ces pays aient du mal à freiner justement l'avancée de ce processus de désertification? Il y a bien sûr beaucoup de challenges. Premièrement, par exemple, c'est le contexte difficile auquel se confrontent plusieurs pays, mais aussi, bien sûr, les phénomènes de la pauvreté ou l'insécurité alimentaire qui sont très prononcés en Afrique. Par exemple, déjà sur le continent, environ 65% des terres arables ont déjà été soumises à la dégradation. Donc, on a vraiment l'urgence d'agir comme en Afrique mais ailleurs. Mais aussi, comme je l'ai évoqué, l'Afrique a déjà mis en route plein d'initiatives et notamment une des plus grandes initiatives jamais vues dans le monde, c'est celle de la Grande Muraille Verte, qui est un projet ambitieux qui vise à reboiser et restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Il y a 11 pays qui sont impliqués, mais aussi c'est une initiative qui a vraiment inspiré d'autres pays au-delà de la région sahélienne. Donc on est vraiment impatient de voir les résultats de ce projet afin d'aboutir à notre vision d'un monde qui non seulement met fin à la dégradation des terres, mais activement restaure également les terres et notre patrimoine naturel. Vous venez d'écouter Madame Senya Skalnon, chef de la communication, des relations extérieures et des partenariats de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, interrogée par Christian Lusanga. Prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde, c'est notre rubrique du jour. Marie-Josée Mwando, Boabalo. Le vicariat de Rome tient mercredi 19 juin à 11h30 dans la salle cardinale Uropoletti du palais apostolique du Lacan une conférence de presse de présentation de Quo Vadis, un ensemble d'initiatives pour la fête des saints Pierre et Paul, patron de la ville de Rome, promu par les vicariats du diocèse de Rome et de la Cité du Vatican en collaboration avec le ministère italien de la Culture et la municipalité de Rome ainsi que du Panathlon International, un mouvement pour la promotion et la diffusion de la culture et de l'éthique du sport. Le vendredi 28 juin, une veillée de prière aura lieu dans la basilique Saint-Pierre à 21h. Le samedi 29 est programmé Quo Vadis, une promenade d'événements qui aborde les étapes historiques de la présence des deux apôtres dans la ville. Le dimanche 30 juin est programmé Pierre et Paul à Rome, un spectacle théâtral de et avec Michele Laginestra, acteur, metteur en scène et animateur de télévision italien. Le projet Quo Vadis, marcher avec Pierre, a comme idée de base rendre à Rome la permanence de ses patrons qui donne un caractère universel à cette ville. Quo Vadis Domine, où vas-tu Seigneur? C'est la question que Pierre, fuyant Rome, pose à Jésus qui lui apparaît sur l'Appia Antica, sur cette route d'où il projetait de s'échapper. C'est sur cette même route, via Appia, qu'arrive à Rome Saint-Paul pour que l'évangile du Christ parvienne au cœur du monde. Une promenade urbaine touchera tous les lieux liés aux deux apôtres. À quelques jours de la journée mondiale des réfugiés, jeudi 20 juin, journée qui fait état cette année du drame de 120 millions de personnes contraintes de fuir la guerre, la violence et les persécutions, que de nouveaux incidents amers impliquant réfugiés et migrants ont fait au moins 11 morts et des dizaines de personnes portées disparues dans les naufrages de deux embarcations en Méditerranée au large des côtes italiennes, l'une venant de Turquie, l'autre d'Afrique du Nord. Le centre jésuite Astali, le siège du JRS à Rome, exprime ses profondes condoléances tout en soulignant que nous ne pouvons plus rester indifférents et que des réponses humanitaires sont nécessaires. Le père Camillo Ripamonti, président du centre Astali, souligne à quel point ces tragédies se produisent sous nos yeux, pourtant rien ne bouge. Chaque naufrage nous montre le paradoxe de cette époque, le fait que des êtres humains meurent à mer
ne suscite pas de réaction et ne provoque pas d'indignation. Nous avons besoin d'un sursaut d'humanité. La gestion des migrations nécessite prévoyance, vision et responsabilité. Se limiter à des mesures de confinement coûteuses en termes économiques et en vie humaine n'est pas la solution. Le centre Astali demande à nouveau une réaction immédiate de l'Europe et des gouvernements pour tenter de sauver autant de vies que possible, l'activation des canaux humanitaires et des plans d'évacuation des principales zones de crise. Il s'agit de mesures qui devraient être mises en œuvre de manière structurelle et systématique. C'est le pluralisme des cultures et des ethnies qui fait de la Malaisie une Asie en miniature. La coexistence permet à la communauté catholique de faire l'expérience de la convivialité des différences qui se réalisent dans la diversité. C'est ce qu'a affirmé le cardinal Sébastien Francis, évêque de Penang, traçant ainsi la vision de la communauté catholique dans un pays dont la population se caractérise par une large coexistence en termes de culture, d'ethnie, de religion, des traditions. Bien que l'ethnie malaise et la religion musulmane soient considérées comme nationales, je crois qu'il y a suffisamment de diversité pour que la nation reste en bonne santé, affirme le cardinal Francis. Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service français Afrique des radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. Laudetur Jesus Christus. Plus de 15 mois de guerre civile au Soudan et toujours aucune volonté d'accalmie des deux parties. La situation de millions de civils est préoccupante et la communauté internationale doit se mobiliser. C'est l'appel lancé ce soir par un responsable de la Croix-Rouge. Nous l'entendrons au début de ce journal. Un émissaire américain au Liban ce mardi pour tenter de faire baisser la tension à la frontière avec Israël. Une mission très délicate alors que les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont quotidiens. Dans ce journal, nous reviendrons également sur ce rapport en RDC de la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes et leur invitation à promouvoir la démocratie. Et puis direction également le Nigeria où dans l'état de Kano, le gouverneur tire la sonnette d'alarme concernant le manque de moyens dans le secteur scolaire. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonsoir. La guerre civile au Soudan continue de déplacer des millions de personnes à l'intérieur du pays. L'armée régulière s'oppose toujours aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Cette guerre a provoqué une catastrophe humanitaire oubliée alors que les yeux de la communauté internationale sont plutôt tournés vers Gaza ou encore l'Ukraine. Pourtant, selon l'ONU, près de 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, besoin d'une aide humanitaire d'urgence et un accès aux soins de santé qui reste très difficile. Je vous propose d'écouter Adnan Ezam, il est le porte-parole de la Croix-Rouge internationale au Soudan. Le monde ne doit pas oublier la tragédie que le peuple soudanais est en train de vivre et ses besoins croissants dans un contexte d'escalade du conflit. Nous appelons la communauté internationale à garder à l'esprit les millions de Soudanais qui, chaque jour, luttent tragiquement pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Nous demandons de continuer à soutenir les organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain pour répondre à ces besoins immenses et variés en termes de secours, d'assistance et de protection. Il y a encore 2 mois, nous parlions de 8 millions de personnes réfugiées. Aujourd'hui, on est à 9 millions. L'évolution de la situation a donc affecté un grand nombre de Soudanais. Si l'on parle spécifiquement du système de santé, seuls 20% des centres de soins fonctionnent encore. Une des questions clés est la nécessité de respecter le droit humanitaire international et c'est là un élément important de notre appel. Continuer à rappeler aux acteurs du conflit leurs obligations en
en vertu du droit humanitaire international. C'est leur responsabilité de s'assurer que les personnes vivant sur leur territoire puissent satisfaire leurs besoins essentiels, notamment en disposant d'une quantité suffisante de nourriture et d'eau et en garantissant un accès sans entrave à l'aide vitale. Adnan Nezam, porte-parole de la Croix-Rouge internationale, il répondait à Déborah Castellano-Louboff, notre consoeur du programme anglophone de Radio Vatican. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir pour voter une résolution demandant la fin du siège d'Al-Fasher, l'une des principales villes du Darfour, où des centaines de milliers de civils soudanais sont pris au piège. Les manifestations contre Benyamin Netanyahou se poursuivent en Israël. Manifestations pour demander un accord de cessez-le-feu avec le Hamas en vue d'une libération des otages. Et sur les personnes enlevées, 116 sont toujours otages à Gaza et 41 seraient mortes selon l'armée. Le Premier ministre israélien qui va rencontrer des familles le 23 juin prochain à sa résidence, a-t-on appris aujourd'hui. Et puis, selon la radio-télévision publique israélienne Cannes, le renseignement militaire de l'État hébreu avait eu connaissance peu avant le 7 octobre d'un projet d'attaque du Hamas dont le but était de prendre plusieurs centaines d'otages en Israël. Selon des écoutes, ce rapport rédigé le 19 septembre détaille des entraînements d'unités d'élite du mouvement islamiste palestinien en vue de raids contre des positions militaires et des kibbutz. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition demain matin à 8h30. Un émissaire américain, je vous le disais en titre, pour tenter de faire baisser la tension entre le Liban et Israël. Après Jérusalem hier, Amos Hochstein était ce mardi à Beyrouth. Il a fait part de ses préoccupations devant la situation à la frontière israélo-libanaise où le Hezbollah chiite et Tsahal s'affrontent quotidiennement depuis le 8 octobre. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé. Dès son arrivée à Beyrouth, l'émissaire de Joe Biden a donné le ton. Il est urgent de résoudre diplomatiquement le conflit, a-t-il dit, qualifiant de grave la situation à la frontière entre le Liban et Israël. Dans une déclaration rapportée par des agences de presse internationales, Amos Hochstein a indiqué que les États-Unis tentent d'éviter une guerre plus importante entre Israël et le Hezbollah. À Beyrouth, le diplomate américain a rencontré le Premier ministre, le président du Parlement et le chef de l'armée. Après son entretien avec Amos Hochstein, le chef du gouvernement libanais, Najib Mikati, a précisé dans un communiqué que la conclusion d'une trêve à la frontière libano-israélienne est une priorité. Il a appelé à l'arrêt des violations continues de la souveraineté libanaise et des massacres et destructions systématiques perpétrés par Israël. Le Hezbollah affirme depuis des mois qu'un arrêt des hostilités sur le front libano-israélien est tributaire de la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis semblent désormais adhérer à cette approche. Amos Hochstein a déclaré qu'un accord à Gaza est le meilleur moyen de mettre fin aux violences entre le Hezbollah et Israël et de permettre le retour des déplacés des deux côtés de la frontière. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. La Suède convoque l'ambassadeur de Russie à Stockholm après qu'un avion de chasse a survolé son espace aérien. C'était vendredi dernier. L'avion russe a violé l'espace suédois à proximité de l'île de Gotland, c'est en mer Baltique, et ne s'est éloigné qu'après que la Suède a fait décoller 2 avions de combat. La Russie qui envisage de signer un traité de partenariat stratégique avec la Corée du Nord, annonce faite alors que Vladimir Poutine est arrivé ce mardi à Pyongyang pour y rencontrer son homologue Kim Jong-un, le président russe qui s'est félicité aujourd'hui du ferme soutien de la dictature communiste à la guerre qu'il mène en Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne qui lui exhorte la communauté internationale, je cite, à contrer l'amitié virile entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un en augmentant les livraisons d'armes à Kiev. Et puis la Chine, elle est toujours dans le viseur des Occidentaux concernant cette guerre de la Russie en Ukraine. Le soutien de Pékin à l'effort de guerre russe en Ukraine doit cesser, vient de déclarer le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Il était aux côtés du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg en visite à Washington. Dans l'actualité africaine, ce mardi, un rapport très attendu en RDC, celui de la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes. Elles ont rendu leurs conclusions sur le cycle électoral.